Bons- Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Je m'en excuse. Il y a eu quelques contretemps juste avant de pouvoir lancer le direct. On va jouer un peu de musique pour laisser aux uns et aux autres le temps d'arriver. Et on va jouer l'hymne national de notre pays, bien sûr. Je pense que c'est la meilleure musique. Bon. Pourquoi ça arrive pas? Je ne sais pas pourquoi. Bon, la prochaine fois, on va jouer de la musique. Voilà. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est l'impossible indépendance du Conseil constitutionnel ivoirien. Nous assistons à beaucoup d'événements ces derniers temps, mais en vérité, ce sont des événements qui marquent, n'est-ce pas, une certaine défiance de la population ivoirienne à l'égard de ces institutions, et particulièrement du Conseil constitutionnel. Parce que lorsque le président Alassane Ouattara a annoncé son intention de briguer pour une troisième fois un mandat, on n'aurait pas dû s'inquiéter, n'est-ce pas? On n'aurait pas dû s'inquiéter si nous avons eu un Conseil constitutionnel auquel nous avons confiance. Parce que juridiquement, c'est une ambition qui est impossible. Juridiquement, c'est une ambition qui aurait dû nous laisser des marbres. Son intention devait nous laisser des marbres, mais nous constatons que au plus tôt ça suscite les mois. Et le mois est dû à quoi? Le mois est dû au fait que, en vérité, personne ne croit aux institutions qui animent le processus électoral. Personne ne croit en la CEI, dont nous avons parlé hier, mais les gens croient encore moins au Conseil constitutionnel. Et c'est là un problème fondamental dont il faut parler. C'est un problème fondamental parce que, en vérité, le Conseil constitutionnel, c'est quoi? Le Conseil constitutionnel, c'est l'institution au sein de notre pays, l'institution, je dirais, judiciaire, juridictionnelle au sein de notre pays, qui est en charge principalement du contrôle du respect de la Constitution en tant que norme fondamentale de l'État de Côte d'Ivoire par les lois, par les différentes lois qui sont prises. Il y a différentes sortes, selon les systèmes, il y a différentes manières de faire en matière de contrôle de constitutionnalité. Dans les systèmes anglo-saxons, par exemple, il n'y a pas une juridiction autonome qui le fait. Ce sont les juridictions de droit commun qui connaissent les procès habituels, qui connaissent du contrôle de constitutionnalité. Voilà pourquoi vous verrez qu'aux États-Unis, on a une cour suprême. La Cour suprême connaît autant des litiges en matière civile, en matière correctionnelle et en matière constitutionnelle. Ça, c'est le système anglo-saxon. Le système anglo-saxon est un système qui n'admet pas, qui ne favorise pas une division, la prééminence d'une institution qui gère essentiellement la question de la constitutionnalité des lois. Nous sommes dans un système qui est un système romain, c'est-à-dire le système français.
C'est un système romain. Le système romain, il y a une juridiction qui est chargée de cela, qui est le conseil, qui peut être, ça peut aussi avoir différentes formes. Ça peut avoir la forme d'une cour constitutionnelle ou bien la forme d'un conseil constitutionnel. La cour constitutionnelle, c'est quoi? C'est lorsque la juridiction constitutionnelle est animée de magistrats professionnels, c'est-à-dire des magistrats qui ont une carrière, qui ont un statut, qui ont une carrière, qui débutent lorsqu'ils prêtent serment un peu plus jeunes et qui font carrière dans la magistrature. C'est des magistrats professionnels qui constituent la juridiction constitutionnelle dans le cadre d'une cour constitutionnelle. Dans le cadre d'un conseil constitutionnel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des magistrats professionnels. Ce sont des magistrats d'occasion, comme je dirais, entre parenthèses, d'occasion, des gens qui sont nommés pour jouer le rôle du juge. Et nous, on a pris cette habitude-là du constituant français qui a institué un conseil constitutionnel. Mais avant que ne soit institué le conseil constitutionnel, je crois vers les années 1992, c'était en réalité une chambre au sein de la Cour suprême. Et si on devait qualifier cette chambre-là, cette juridiction, à ce moment, on parlerait de cour parce que c'était des magistrats professionnels qui animaient cette chambre-là. Mais dans le cadre aujourd'hui du Conseil constitutionnel, nous avons les membres, certains membres, on a les anciens présidents, à moins qu'il n'ait décidé de ne pas en faire partie. Nous avons différentes personnes qui animent, différentes personnes avec différents profils. C'est d'ailleurs même un des problèmes de notre cours. Et la Cour constitutionnelle, selon les États, a différents pouvoirs. Dans certains États, la Cour constitutionnelle, la juridiction constitutionnelle plutôt, se contente d'assurer la constitutionnalité des lois seulement vis-à-vis de la Constitution. Dans d'autres États, ce n'est pas seulement la constitutionnalité des lois. C'est-à-dire, il y a les décrets, les règlements aussi. Il y a certains États où, je crois en Thaïlande, où il y a les décrets et les lois dont la constitutionnalité est chose. Mais ça, le contrôle de la constitutionnalité des lois et des décrets, ça c'est la principale tâche d'une juridiction constitutionnelle. Mais quelquefois, comme en Côte d'Ivoire, on étend les pouvoirs du Conseil constitutionnel à d'autres domaines. En Côte d'Ivoire, en matière d'élection, pour l'élection du président et pour l'élection des députés et des sénateurs, le Conseil constitutionnel est la juridiction de contrôle de ces élections-là. Et c'est là justement que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle nous intéresse, parce que, eu égard à l'actualité, c'est cette prérogative, ces attributions-là qui nous manquent d'attirer notre attention, n'est-ce pas? Nous allons donc, dans un premier temps, on va aborder la question en deux étapes essentiellement. La première étape, on va voir en quoi le profil des personnes qui sont choisies, qui sont nommées au sein du Conseil constitutionnel, est un obstacle fondamental à ce que notre Conseil constitutionnel soit un conseil indépendant. Et dans un deuxième temps, nous allons voir dans la pratique, dans le comportement même du Conseil constitutionnel, pourquoi le Conseil constitutionnel n'est pas un organe indépendant. Pourquoi ce n'est pas un organe indépendant? Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le profil. Le profil, il se définit par les membres. Qui sont les membres du Conseil constitutionnel? Les membres du Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit, c'est les anciens présidents de la République, à moins qu'ils décident de ne pas en faire partie. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas en Côte d'Ivoire de profil défini. C'est-à-dire, il n'y a pas de critères de choix qui soient imposés dans le cadre de la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Et ça, c'est un problème fondamental parce que le droit constitutionnel est une matière particulière. Le droit constitutionnel est une matière particulière qui exige des connaissances
de vastes connaissances, une capacité de réflexion sur ces questions-là. Vraiment, une capacité de réflexion poussée. Bon, c'est un problème. Aujourd'hui, on peut prendre, j'ai dit en Côte d'Ivoire, on peut prendre un journaliste, on peut prendre un professeur de mathématiques pour le nommer au Conseil constitutionnel. Comme juge constitutionnel, il n'y a pas de critères imposés. Et ça, c'est l'un des problèmes fondamentaux du développement même du droit constitutionnel en Côte d'Ivoire. Et ces problèmes de profils, ce problème de critères qui n'existent pas, il est aggravé par quoi? Il est aggravé par le fait que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour moitié par le président de la République, pour moitié par le président de l'Assemblée nationale. Et lorsque le président de la République, c'est le président de la République qui les nomme, mais ils sont proposés, voilà, le mot est plus juste, ils sont proposés, 3 conseillers sont proposés par le président de la République, 3 conseillers sont proposés par le président de l'Assemblée nationale. Il y a 6 conseillers en plus du président de l'institution. Mais il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas véritablement de critères qui est imposé lorsque ces personnes-là font le choix. Il n'y a pas de critères qui est imposé lorsque ces personnes-là font le choix. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire, vraiment, le président de la République est je dirais le président de l'Assemblée nationale, mais en réalité, c'est le président de la République qui nomme tout le monde. Parce que nous avons vu ici le président de l'Assemblée nationale dire dans une déclaration, dans une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux, qui dit que lui, vraiment, tant que lui sera président de l'Assemblée nationale ne va rien faire pour desservir le président de la République. L'Assemblée nationale, il va mettre l'Assemblée nationale au service du président de la République, alors qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c'est une des raisons pour lesquelles justement on a dit que 3 personnes nomment, le Parlement nomme 3 personnes et le président de la République nomme 3 personnes. C'était une manière de garantir un peu l'indépendance de ces personnes. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, devant la faillite de toutes les institutions, devant l'exécutif, c'est-à-dire aujourd'hui, le président de la République, il est tout. Et quand vous voyez un président de la République comme le nôtre, qui est capable de dire que lui connaît la Constitution plus que tout le monde dans l'État, tout simplement parce que c'est lui qui a posé sa signature pour proposer la loi devant l'Assemblée, devant le Parlement, ou bien que c'est lui ensuite, après, qui promulgue, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui n'a pas de limites. Quand il n'y a pas de critères, prédéfinis, quand il n'y a pas de critères prédéterminés pour permettre, pour faire les choix, on aboutit à quoi? On aboutit au fait que la personne qui doit faire les choix doit avoir une grande hauteur d'esprit. C'est-à-dire que cette personne doit avoir de la grandeur dans l'esprit, doit avoir un sens élevé de ses obligations pour faire les choix qui permettent à l'institution d'avoir toute sa splendeur, d'avoir toute sa grandeur. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas un président de cette nature. On n'a pas un président de cette nature. On a un président de la République qui est prêt à faire n'importe quoi pour atteindre ses objectifs et qui n'est pas très regardant de certaines choses. Vous savez, moi je dis toujours que l'apparence, le respect de l'apparence, c'est, je dirais, le respect que le Seigneur doit à ses sujets. C'est-à-dire, il faut donner l'impression à ses sujets au moins que les choses se passent normalement. Il faut leur donner l'impression que leurs droits sont garantis. Il faut leur donner l'impression que, franchement, les choses vont se passer de telle sorte que cette institution-là serait une institution indépendante. Mais, excusez-moi du terme, mais le président, il s'en fout royalement. Le président, il s'en fout royalement. Le président de la République, on a pu le constater, le président de la République a eu le courage, dans des moments aussi délicats, où il faut faire attention, normalement, pour ne pas faire lever les tensions, pour ne pas susciter la méfiance. Il faut faire attention, dans la nomination de ces gens. On s'est rendu compte qu'il a nommé la dernière fois 3 conseillers. Le conseil, il y avait un avocat d'État, c'est lui, son avocat, en fait, parce que aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, c'est lui. Il y a une dame qui l'a nommé, qui vient de la haute autorité
pour la bonne gouvernance et qui était aussi au Conseil des droits de l'homme. Et puis, il y a une magistrate qui était procureur de la République à Yopougon. La dame qui vient de la haute autorité, c'est une militante convaincue du RHDP. Il suffit pour s'en rendre compte que elle était en même temps à la haute autorité. Elle était en même temps à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Pour la bonne gouvernance, elle était un conseil. Dès que ses mandats sont finis, on lui trouve un autre poste. C'est une militante avérée, ça je vous l'ai dit, une militante avérée du conseil du RHDP. Comment on peut favoriser la nomination du militant? C'est quelqu'un qui n'a aucune compétence particulière en matière constitutionnelle. C'est-à-dire que si on pouvait imaginer que, bon, peut-être qu'elle a des compétences qui justifieraient que non, elle n'a aucune compétence en matière. C'est vrai, elle a écrit un petit bouquin en droit international du travail. Cette dame-là, je ne vais pas dire les noms parce que je ne veux pas personnaliser, chacun pourra retrouver après la personne. Elle a écrit un petit bouquin en droit du travail, mais elle n'a pas de profil pour faire partie d'un conseil constitutionnel, cette dame-là. Elle n'a pas de profil. Elle est droit privé. L'avocat de l'État, du président de la République, il est droit privé. La magistrate qui a été nommée, excusez-moi, quand quelqu'un a été nommé procureur, soit Alassane Ouattara, et que cette personne-là connaît de la promotion, soit Alassane Ouattara, c'est que cette personne-là était tout sauf indépendante. Nous voyons aussi, nous voyons Adou Richard, nous voyons, elle c'est une collègue. Elle dit, je vais rester dans ma ligne de conduite, je ne vais pas dire des noms. Je ne vais pas dire des noms parce que je ne vais pas personnaliser, je vais m'attacher à leur profil plus qu'à des noms et à des choses. Et ces trois personnes qui viennent d'être nommées, là, ce sont des personnes qui, de façon évidente, n'ont aucune compétence en droit constitutionnel. Ce sont des personnes qui ont des compétences certes en droit, mais nous savons, c'est pas parce qu'on est médecin, qu'il faut nommer, c'est pas parce qu'on est médecin qu'il faut nommer un ophtalmologue, là où on doit nommer un pédiatre, ou il faut nommer un pédiatre, là où il faut nommer un ophtalmologue. Il y a la nécessité d'une spécialisation. On est une société qui va de plus en plus vers la spécialisation. Et la capacité à faire naître un droit constitutionnel hardi. Parce que le droit constitutionnel, il est à construire. C'est un droit qui s'applique à des institutions, c'est un droit qui s'applique à des hautes institutions qui exigent de l'audace, qui exigent du caractère de ces personnes-là. Mais quand vous regardez le problème, est-ce que vous pensez que le profil que nous venons de vous décrire correspond à des personnes qui puissent remplir, je dirais, ces critères-là? Quand vous prenez les anciens qui sont là, il y a un qui était le secrétaire général de la présidence. Il est magistrat, mais il était secrétaire général adjoint de la présidence. Il était candidat RHDP. Dans sa région. Il y a une qui est ancien ministre de M. Alassane Dramane Ouattara, qui a son grand frère, qui est l'un des fondateurs du FDR. On a un qui est un militant du RHDP, c'est, je dirais comme entre parenthèses, le bon petit. Même si ce n'est pas certain qu'il soit moins âgé, mais c'est le bon petit de Mme Camara Chantal, la présidente de la Cour de cassation. C'est sous son instigation qu'il a été nommé, cette personne. Il dit, ouais, ce sont des personnes qui ne présentent aucune garantie d'indépendance. En tout cas, à l'examen de leur profil, à l'examen de ce qui pourrait motiver leur nomination, on ne voit pas pourquoi ils ont été nommés au Conseil constitutionnel, sauf la relation partisane, la relation personnelle que ces personnes-là ont avec le président Alassane Dramane Ouattara, qui doit présenter bientôt sa candidature devant le Conseil constitutionnel. Vous voyez,
au Niger, par exemple, c'est pas la même chose. Au Niger, d'abord, les propositions sont faites il y a différentes catégories qui font des propositions au niveau du Conseil constitutionnel au Niger. Il y a la société civile qui est organisée pour désigner 2 membres. Il y a les professeurs de droit public. Et puis même la société civile. Quand la société civile désigne un membre, le critère pour pouvoir désigner le membre, il faut que la personne ait au moins un doctorat de 3e cycle en droit public. Parce que le droit constitutionnel, c'est du droit public. Il faut que la personne ait au moins un doctorat de 3e cycle en droit public. Il est de la société, ce sont des personnes qui sont de la société civile, mais ces personnes-là sont soumises à ces critères-là. Il y a les avocats qui désignent aussi 2 personnes. Les avocats, c'est avec les mêmes critères. Il faut qu'il y ait des personnes qui aient des diplômes en droit public. Ce n'est pas des personnes qui l'ont choisi comme ça. Et puis, il y a les avocats, il y a les magistrats. Et ce n'est pas le président qui propose. C'est dans chaque corporation, dans chaque catégorie, chaque entité que les personnes sont organisées pour proposer, ils désignent. Ça se fait par élection. Les magistrats même, il y a 2 magistrats au sein du Conseil constitutionnel qui sont désignés par élection au niveau de la magistrature. Ce n'est pas le président de la Cour de cassation qui les désigne, ce n'est pas le ministre de la Justice. Il y a une élection qui est organisée pour désigner ces personnes-là. C'est la même chose pour les avocats, c'est la même chose pour les professeurs de droit public, les professeurs, les enseignants à la fac, ils ont la possibilité de nommer eux aussi. Mais tout ça, ce sont des personnes qui sont élues au sein de ces corporations-là. Est-ce que vous voyez? Et le président du Conseil constitutionnel n'est pas nommé par le président. Non, ce n'est pas lui qui désigne le président. Quand ces personnes-là se réunissent, quand des propositions ont été faites, que le président a nommé ces personnes-là, les personnes-là se réunissent et c'est elles qui décident qui va être président. Il y a un vote au sein du Conseil constitutionnel pour désigner le président du Conseil constitutionnel. Chez nous, ce n'est pas comme ça se passe. D'abord, le président du Conseil constitutionnel, c'est le président qui le nomme directement. Ensuite, même le respect même de la condition de proposition des personnes par l'Assemblée nationale, le président ne respecte pas ça forcément. Parce que la dernière fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé un jour, il a pris chez lui, on a appris qu'il a nommé 3 personnes au Conseil constitutionnel. Mais c'est-à-dire même les formalités les plus simples. C'est-à-dire, est-ce que vous savez que les conseillers au Conseil constitutionnel sont des conseillers qui doivent être nommés en Conseil des ministres? Il n'a pas respecté ça. Il s'est levé un matin chez lui, il a pris des documents et il a signé. Ouais, on a fait un communiqué de la présidence qui a annoncé que le président a nommé 3 conseillers, mais c'est des conseillers qui sont illégalement nommés. D'abord, au moment où ils étaient nommés, même ça faisait comme conséquence qu'on aboutait pratiquement à 9 conseillers. Mais ensuite, pour respecter le Conseil des ministres, même c'est votre Conseil des ministres, qui va dire non si le président de la République nomme quelqu'un en Conseil des ministres? Mais non. Le président de la République, le président de la République, non, c'est trop fort. Il faut que lui montre que c'est lui le patron, c'est lui le chef. Il faut que lui montre que c'est lui le patron, c'est lui le chef. Il ne faut pas. Lui ne va pas aller en Conseil des ministres. Comment lui va se rabaisser pour aller en Conseil des ministres? Lui va rester chez lui. Comme il est resté chez lui pour prendre la loi sur le code électoral, il reste chez lui, il reste et puis il désigne et puis on sort. Le secrétaire général vient annoncer. Mais ces 3 personnes-là sont nommées en violation de la Constitution. Les 3 personnes qui ont été nommées, même avant encore, ont été nommées dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un sous-préfet, un secrétaire général des préfectures, un préfet être nommé en dehors du Conseil des ministres. Je n'ai jamais vu des généraux de l'armée être nommés en dehors du Conseil des ministres. Je n'ai jamais vu des grands officiers être nommés en dehors du Conseil des ministres. Mais quand il s'agit des magistrats, Alassane a une haute idée. C'est-à-dire, lui, les magistrats ne sont rien. C'est-à-dire, que ce soit les membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas des magistrats professionnels, mais quand il s'agit de justice, Alassane, c'est ça. La preuve, il a dit que lui, il connaît le droit plus que tout le monde. Que comment le Conseil constitutionnel, qui peut dire que lui connaît la Constitution mieux que lui? Qui peut dire qu'il connaît la Constitution mieux que lui? Comment quelqu'un peut dire ça? Une menace directe pour les membres du Conseil constitutionnel. Mais comme je l'ai dit, quand vous regardez le profil des membres du Conseil constitutionnel, vous vous rendez compte qu'une telle menace-là,
elle ne peut que, elle ne peut qu'avoir, avoir un impact sur leur travail parce que le profil même de ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont des personnes au service de monsieur. Le président du Conseil constitutionnel, c'est un ancien président de la Cour suprême que lui, il a nommé. C'est un ancien ministre qui était ministre au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo pour le compte des forces nouvelles. On sait que c'était pour le compte du RDR. C'était pour le compte du RDR. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, au niveau du Conseil constitutionnel, les personnes qui sont là, qui sont nommées, ce ne sont pas des personnes qui sont susceptibles de garantir une juridiction indépendante. Le profil ne le permet pas, tant au niveau de la manière dont ils sont nommés qu'au niveau des critères même du choix. Aujourd'hui, on a vu le président Vaudier, lui, quand il ne s'est pas senti concerné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Il a démissionné parce qu'on lui pour montrer quel genre de personne est le président Alassane Ouattara. Parce que le président Vaudier, il a démissionné parce qu'Alassane, en tant que président de la République, lui ordonnait en tant que président de la Cour du Conseil constitutionnel de signer une décision. Pour voir, je dis non seulement les personnes n'ont pas le profil, mais le caractère, même la personnalité de celui qui les a nommés, c'est une personnalité, quelqu'un qui ne respecte rien. Aux États-Unis, le président de la République, il nomme le président du Conseil constitutionnel, mais à partir du moment où il a nommé, mais le monsieur, il n'a plus le droit de s'adresser à lui dans le cadre de ses fonctions. Et puis, chaque fois qu'on nomme, c'est bon d'avoir un système de contrôle qui permet au moins de voir s'il y a des critères qui ont été respectés. Mais rien chez nous, là, le Conseil constitutionnel, on peut nommer même, tu peux nommer ton boy. On peut nommer, il n'y a pas de critères. Comment un organe aussi où tous les membres ont les mêmes avantages que les ministres. Tous les membres ont les mêmes avantages que les ministres. Ils ont les mêmes avantages que les ministres. Comment on peut ne pas avoir des critères de nomination de ces personnes? Quand on sait ce que le Conseil constitutionnel est appelé et amené à faire. On a vu le résultat au Niger. Ils ont un Conseil constitutionnel dont le profil, dont les membres ont un profil qui convient. On se rappelle qu'il y a eu vers 2009, il y avait le président de la République là-bas qui avait voulu engager une réforme de la Constitution, pour un 3e mandat. Ils ont annulé je crois, la loi qui permettait, ils ont annulé la loi qui permettait de le faire. Ça a entraîné une crise. Il a dissous le Conseil constitutionnel, mais ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un coup d'État. Et finalement, on est revenu à un Conseil constitutionnel constitué comme avant. Et ça a permis d'éviter aujourd'hui le président de la République là-bas. Il dit que lui, il n'est pas la personne la plus intelligente. Il ne croit pas que dans son pays, après lui, il n'y ait pas de gens assez intelligents. Mais parce qu'il y a une histoire, il y a un Conseil constitutionnel qui est à la hauteur de la tâche. Il sait que s'il va là-bas, la manière dont les gens sont nommés là, c'est pas certain que lui puisse avoir gain de cause. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est cela. Parce qu'Alassane Ouattara aujourd'hui a une volonté de se présenter pour un 3e mandat. Parce qu'Alassane Ouattara s'est dit qu'il n'y a pas d'obstacle pour que lui puisse gagner. Il a créé les conditions pour pouvoir gagner. Il a un Conseil constitutionnel qui a sa botte. Il a un CEI qui a sa botte. Il a la loi même que lui-même, il a fait en restant à la maison. Il a une liste électorale qui a été menée dans des conditions tellement catastrophiques qu'aujourd'hui, qu'on appelle, il y a des milliers, sinon des millions de personnes qui n'auraient pas dû être sur la liste, qui sont sur la liste. C'est tout ce qui permet à Alassane de dire que lui, il veut se présenter. Je vous le jure, si Alassane Ouattara n'avait pas un Conseil constitutionnel à sa botte, si tous ces organes-là étaient des organes indépendants, qui n'avaient pas de liste, je vous jure que la Côte d'Ivoire n'aurait pas eu un problème de 3e mandat, et la Côte d'Ivoire n'aurait pas eu de problème d'aujourd'hui, un problème qui a entraîné aujourd'hui près de 17 morts. D'où l'importance du Conseil constitutionnel. Vous voyez, le président actuel du Conseil constitutionnel, il a dit que lui, vraiment, une seule décision peut entraîner des conséquences extraordinaires. On l'a vu avec la décision du président Tiakone en 2000.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui saluent cette décision, mais moi, en tant que juriste, je trouve que c'est une des décisions les plus abominables du droit. C'est une décision des plus abominables. Et en droit, c'est une des décisions les plus abominables. Chacun s'est laissé impressionner par beaucoup. Il y a certaines choses qui disaient qu'ils étaient vraies, mais il le faisait un peu comme un réquisitoire. Ce n'était pas une décision de justice quand il disait. Il y a des principes qu'il a violés et les conséquences, on les a vues après. Il y a des principes qu'il a violés qui étaient extraordinaires. C'est-à-dire les principes de la présomption d'innocence et tout ça. La décision était une décision, ça juridiquement, que j'ai trouvé abominable. Les conséquences, on l'a vu. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans la situation d'un conseil constitutionnel qui ne présente aucune garantie d'indépendance au niveau de sa composition. Elle n'a aucun, au niveau même des tests qui président à la nomination des gens, il n'y a aucune garantie des choses. On a un conseil constitutionnel qui a la botte. On a prévu même que les mandats sont de 6 ans. Mais quand le président de la République, on a vu le président de la République demander à un président de l'Assemblée nationale qui n'a pas il a demandé de démissionner. On a un président de la République qui n'a aucun respect. Moi-même qui suis là, je suis victime de son manque de respect du principe de la séparation des pouvoirs. Normalement, un magistrat ne doit connaître des problèmes en matière disciplinaire que suite à une décision d'une juridiction qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est un organisme qui a un caractère juridictionnel, c'est-à-dire c'est la suite d'une décision de justice que j'aurais dû avoir quelques problèmes. Mais Alassane Ouattara s'est assis tranquillement chez lui, il a pris un décret et dit non, lui là, il n'est plus magistrat. Pourquoi? Parce qu'il m'a critiqué, en fait, ces choses. Et quand il finit, il s'en va dans les chancelleries, il va raconter sa vie. Non, si on ne fait pas ça, le Conseil constitutionnel ne veut pas radier les magistrats. Mais s'il n'y a pas de conditions pour radier les magistrats, pourquoi vous voulez que le Conseil constitutionnel radie les magistrats? Mais c'est la personnalité de M. Alassane. Aujourd'hui, tout le monde a eu l'occasion de se rendre compte que M. Alassane Ouattara ne respecte nullement la Constitution. Il ne respecte aucune loi. Aujourd'hui, on est dans un état où le droit est à l'envers. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui sont en situation de délinquance vis-à-vis de la loi, c'est ceux-là qui ont pignon sur rue dans notre pays. Et ceux qui respectent la loi, ceux qui sont choses, ce sont ceux-là qui sont persécutés. Regardez un peu la chose. Je parle toujours de ce gars parce que je suis admiratif à titre personnel du courage de ce monsieur et je ne comprendrais pas qu'on ne donne pas de décoration à quelqu'un de cette... Vous voyez, la justice là, ce n'est pas la grandeur des fonctions, ce n'est pas des études que les gens font qui jouent un rôle. Ce qui est important là, c'est que toi-même tu ressens, c'est ta conception même de ta fonction, de tes fonctions. Celui qui a donné la leçon à tout le monde, c'est le régisseur de la MACA. On est venu lui demander de remettre des personnes sans produire les papiers qu'il fallait pour qu'il les remette. Il a dit non. C'était déjà en armes, c'était déjà encagoulé, des gens qui ont menacé sa vie. Mais ce mec, je suis admiratif, moi c'est mon héros. Il est la preuve pour moi de ce que ce n'est pas les postes, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les études, c'est ce que tu as dans la tête, c'est la considération que tu as pour ta personne, c'est la considération que tu as pour tes fonctions, qui font un homme, qui font un bon citoyen, qui font un grand fonctionnaire. Ce monsieur-là, il est à saluer. Quand il voit chaque fois tout le monde me fait, je dis non, mais vous trompez des personnes. Moi, je me bats. Mais lui, il a montré son courage dans ses fonctions. C'est-à-dire, c'est que la présidente de la Cour de cassation ne fait pas. C'est que le président du Conseil d'État ne fait pas. C'est que le président du Conseil constitutionnel ne fait pas. Lui, tout petit qu'il est à sa place, il a montré à la Côte d'Ivoire comment un homme d'honneur doit se conduire. Comment quelqu'un qui croit en ses valeurs, comment quelqu'un qui croit en ses fonctions doit se conduire. Dit non. C'est-à-dire, en tant que régisseur, ce qu'il a fait le travail d'un régisseur. On aurait dû ne pas le saluer pour cela parce que c'est son travail de régisseur. Mais quand on a vu les conséquences après, c'est-à-dire lui qui a fait son travail normalement, c'est lui on a révoqué. C'est lui on a accusé, on a voulu l'arrêter, le mettre en prison en l'accusant d'avoir participé à un coup d'État pour avoir fait son travail. C'est pour vous montrer où on en est aujourd'hui dans notre pays. Pour avoir fait son travail
je dirais, de façon consciencieuse. Une personne consciencieuse est malmenée à ce point-là. Essayez d'imaginer comment ça peut... Il faut avoir du courage. Je dis toujours à tout le monde, je dis, vous savez, c'est des hommes, finalement, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il avait tellement raison qu'ils l'ont laissé en paix. Certes, on lui a enlevé son poste, mais au moins, il est en vie, il est chez lui à la maison. Et cet homme-là, vraiment, je brûle d'envie d'aller lui tendre la main pour le saluer, pour lui dire, vous êtes mon héros. Parce que c'est mon héros. C'est de ces gens de personnes, c'est de ça on a besoin à ces heures chaudes-là. Des gens qui croient en ce qu'ils font. Le deuxième problème dont on va parler, c'est la question des pratiques. C'est-à-dire, je vous ai montré dans un premier partie que le profil, la manière dont ils sont recrutés, les critères qui sont retenus, la personnalité de celui qui les recrute ne permet pas de garantir la chose. D'ailleurs, même ça ne garantit pas, c'est un obstacle au respect de l'indépendance et de l'impartialité de la Cour. Mais cela se sent dans la pratique, dans ce qui se passe effectivement, comment la Cour se conduit. Aujourd'hui, on assiste à la stratégie c'est bouclé, c'est géré, c'est-à-dire c'est une stratégie de capture du pouvoir d'État à travers des élections truquées, mais la Cour, le Conseil constitutionnel a joué sa part dans ce processus-là. Qu'est-ce qui se passe? Le premier problème se pose au niveau de la loi sur la CEI. Vous savez, le Conseil constitutionnel, quand on vote une loi, normalement, après le vote de la loi, le président de la République il a 30 jours pour promulguer la loi. Quand ils ont déclaré que c'est une loi qui est urgente, il doit le faire au bout de 5 jours. Mais le président en France, c'est au bout de 15 jours. Mais c'est un pays, en tant qu'un état de droit, il n'y a pas un président de la République qui cherche à priver les députés, les groupes parlementaires, les présidents des différentes chambres du Parlement de leur droit de faire un recours devant le Conseil constitutionnel lorsque ces personnes-là contestent la constitutionnalité de la loi. Mais en Côte d'Ivoire, le président de la République, lui, fait tout pour que ces personnes-là ne puissent pas saisir la loi. En France, on dit pendant les 15 jours, il a 15 jours pour le faire. Il donne le temps, le président. Il n'y a aucune loi qui l'oblige à les choses. Mais le président de la République, là-bas, parce qu'il a une hauteur de vue, il sait qu'il est le président de la République. Le bon fonctionnement des institutions, c'est lui qui en est le garant. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse du temps aux députés, aux groupes parlementaires, aux responsables des différentes chambres, de pouvoir éventuellement faire les recours contre la loi avant de se décider à promulguer la loi, effectivement. Il donne le temps. Non, le président de la République, non, lui, il n'est pas dans ça. Il faut que lui, il promulgue la loi avant que les députés contestent la loi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attendre avec le président de l'Assemblée nationale. Une loi qui est votée, la loi n'est même pas transmise encore aux différents groupes, que le même jour où la loi est votée, la loi est déjà partie à la présidence. Et le même jour, le président promulgue la loi pour éviter que les députés puissent attaquer la loi. Parce que les députés ne peuvent pas attaquer la loi lorsque la loi est promulguée. Et c'est à ces petits jeux-là, c'est-à-dire vous allez voir des lois, vous allez voir la loi sur le code électoral. Il a fait ça sous forme d'ordonnance, mais la loi de ratification qui a été prise, qui n'a aucun impact, je vais vous le dire, qui n'a aucun impact sur la légalité, parce que ça ne change pas le fait que ce n'est pas une loi. Mais cette loi-là, il a pris la loi, la loi de ratification a été prise un jour déterminé, le même jour où le président a promulgué. C'est-à-dire le même jour où il a envoyé à la... Comment? C'est-à-dire quand on connaît les administrations, vous voyez que s'il n'y a pas de connivence entre le président et l'Assemblée, comment ça peut se faire qu'on a voté la loi le même jour? C'est le même jour là que c'est parti. Ils n'ont même pas donné le temps de faire les différentes démarches. C'est l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale d'abord de prévenir et de garantir les droits de ses membres. C'est à l'Assemblée nationale de tenir, puisque la loi dit que les 15 jours commencent à courir à partir du moment où l'Assemblée nationale a transmis la loi
l'Assemblée nationale aurait dû traîner pour permettre à ses membres de faire ces différents recours. Non, l'Assemblée nationale joue, comme je l'ai dit, le président de l'Assemblée nationale dit qu'il est au service de l'exécutif. Il est contre, il n'est pas avec les députés, hein. Ils ne sont pas avec les sénateurs, ils sont au service de l'exécutif. Donc lui, le même jour, avant même que ces députés, les groupes parlementaires, les députés ne puissent attaquer, le même jour, ils envoient, le même jour, ils promulguent. Mais à ces petits jeux-là, le président de l'Assemblée, du Conseil constitutionnel participe. C'est ça qui est grave. Parce que le président du Conseil constitutionnel, c'est quoi? Le Conseil constitutionnel, c'est quoi? Le Conseil constitutionnel, c'est un conseil qui doit pouvoir garantir le droit au recours des citoyens, qui doit pouvoir garantir le droit au recours des députés. Mais quand le président de l'Assemblée nationale, quand ça finit, quand il y a une loi qui doit passer obligatoirement devant le Conseil constitutionnel, ça finit le matin, on envoie au Conseil constitutionnel, immédiatement au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, des lois de 50 articles, de 100 articles, des lois de 100 articles, le Conseil constitutionnel examine soi-disant ces lois-là en une demi-journée, ce qui est impossible. Et c'est parti aujourd'hui, le soir c'est promulgué comme si ce n'est pas passé devant le Conseil constitutionnel, alors que le Conseil constitutionnel a déjà donné son avis. C'est-à-dire, ça part de l'Assemblée nationale jusqu'à chez le président en une seule journée pour empêcher les députés et les groupes parlementaires et les responsables des chambres là, de pouvoir contester la constitutionnalité de la loi devant la Cour, devant le Conseil constitutionnel. Et c'est ce qui a amené, je vous dis que le Conseil constitutionnel a joué sa partition dans la mise en œuvre de la stratégie, c'est gérer, c'est boucler. Parce que quand ils ont pris la loi sur la CEI, comme les députés et les députés et les responsables des chambres savaient que les responsables des groupes parlementaires savaient cette pratique-là qui existait pour les empêcher de contester une loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que la loi a été votée, quand elle a été votée, ils ont saisi le Conseil constitutionnel en même temps. Mais ils sont allés au Conseil constitutionnel, naturellement, on ne leur avait pas donné copie. Parce qu'on ne leur donne pas copie, on envoie la copie directement au président, et puis ensuite on leur donne des copies. Donc, et ils ont pris le projet de loi qui était là, la copie du projet de loi qui était là, qui avait été adopté tel quel. Et puis ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit non, que c'est un projet, vous nous saisissez pour un projet de loi. Mais le Conseil constitutionnel savait que la loi a été votée. La loi donne au Conseil constitutionnel de 8 jours à 15 jours pour donner sa décision. Pourquoi le Conseil constitutionnel ne demandait pas simplement à ces personnes-là, renvoyer, parce qu'on appelle ça instruire une affaire, dit bon, on va renvoyer à telle date pour que vous produisez la loi. À partir de non, le Conseil constitutionnel a fait quoi? Le Conseil constitutionnel a déclaré l'action irrécevable, parce que c'est une fausse cause d'irrécevabilité, l'action irrécevable. Quand les députés, et comme il a déclaré l'action irrécevable, les députés sont allés, ils savaient que les députés allaient revenir peut-être le lendemain avec le même soir là, le Conseil constitutionnel a transmis au président de la République sa décision et son avis en même temps. Le président de la République a promulgué la loi. Quand les députés ont réintroduit leur action 2 jours après, le Conseil constitutionnel a dit non, la loi a déjà été promulguée, donc votre action est irrécevable encore. Ça fait 2 fois le Conseil constitutionnel s'est déclaré irrécevable, mais parce que le Conseil constitutionnel est de connivence avec le président de la République pour priver les députés, pour priver les groupes parlementaires, pour priver les 2 présidents de chambre de leur droit véritablement de recours. Mais c'est une violation extraordinaire de l'éthique, une connivence qui montre de façon évidente qu'on n'a pas un Conseil constitutionnel qui soit un Conseil constitutionnel qui soit indépendant. Parce que la loi dit que le président de la République a jusqu'à 30 jours pour promulguer la loi. On vous transmet la loi, vous n'avez pas à vous presser. Vous n'avez pas, quand on vous transmet la loi, vous êtes une juridiction, le président ne peut pas vous appeler pour vous dire que je veux la loi pour la promulguer. Surtout que le président n'a même pas déclaré qu'il s'agissait d'une urgence. Vous recevez la loi, vous avez 15 jours pour trancher. Quand il y a urgence, c'est 8 jours. Mais quand il n'y a pas d'urgence, c'est 15 jours. Mais vous prenez le temps vous prenez le temps pour donner votre avis, pour permettre aux personnes qui ont le droit de faire une action de choses. La loi n'a pas prévu expressément de délai, mais on permet. Et
Justement, c'est ça, j'ai vous dire ce que j'ai dit. J'ai dit, voilà pourquoi j'ai salué l'attitude du régisseur de la présidente Baka. J'ai dit, ouais, il est là, un monsieur a une fonction qui n'est pas parmi les plus importantes de la République, mais qui a une hauteur d'esprit. C'est que la hauteur d'esprit que le président de la République n'a pas. Parce que le président de la République, il est tout le temps en train de faire des mesquineries, des petits coups bas, indignes de ses fonctions, et il entraîne toutes les institutions dans cette manière de se conduire. C'est-à-dire le président de l'Assemblée, essayez d'imaginer vous-même, quand on finit de voter la loi, le président de l'Assemblée nationale court, il donne rapidement au président de la République, pardon, faut rapidement, avant que les députés là ne viennent. Voilà pourquoi on les a suivis pendant je dirais, la révision de la Constitution où il disait, ces députés d'hier, un député de l'opposition, la député de l'opposition, ils se croient plus bandits, mais nous on n'est plus bandits qu'eux. Mais vous pensez que c'est une manière de se conduire qui est digne d'un président d'une institution, ça? Et le président de la République, oh, ce monsieur, franchement, ce monsieur, il est toujours plus bas que terre dans sa manière de se conduire. Il n'est jamais en haut. Il se conduit comme un petit, comme ça. C'est des petites choses. Il faut les empêcher parce que lui, il avait l'intention. Vous avez vu ce qu'il a fait. Il allait dans la loi, il allait désigner le Conseil des droits de l'homme comme un organisme de la société, une organisation de la société civile. Donc, c'est un petit. Et ils ont fait la même chose pour la révision constitutionnelle avec l'Assemblée, avec le président du Conseil constitutionnel. Quand la révision est sortie à une date, est sortie aujourd'hui, ils ont voté la révision aujourd'hui. Le lendemain, c'était au Conseil constitutionnel. Le soir, c'était promulgué. Parce que la révision constitutionnelle a été adoptée en violation de la Constitution. Parce que la révision constitutionnelle a été en violation des règlements qui devaient présider à la procédure qui permettait de faire la révision. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement, ils ont fait ça pour couvrir. Pour que les députés, pour que les groupes parlementaires, pour que éventuellement des présidents des choses, même si le président de l'Assemblée nationale, on connaît véritablement ses pratiques en la matière, pour que ces personnes ne puissent pas remettre, parce que s'ils viennent devant le Conseil constitutionnel ne peut pas ne pas, à moins ils ne veulent pas avoir à réfléchir pour trouver un stratagème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut éviter, il faut priver ces personnes-là de leur droit au recours. Mais quand le président du Conseil constitutionnel est dans ces petites micmacs-là avec le président de la République, vous vous attendez à ce que le président du Conseil constitutionnel puisse dire à ce président de la République qu'il a nommé là, que lui, il n'est pas éligible. Quand on s'abaisse, il aime jouer au grand juge, le président du Conseil constitutionnel. Mais c'est un monsieur qui me déçoit. Je vous le dis personnellement. Autant je vous dis que j'admire lui, il me déçoit parce que s'il y a quelqu'un qui m'a vraiment donné envie d'être juge, c'était le président du Conseil constitutionnel. Il a été mon enseignant à la fac. Mais je vous jure que, je dis à la fac, il a été mon enseignant à l'ENAC quand nous étions à l'école de la magistrature. Je vous jure que personne ne manquait ce cours. Tellement il avait le bagou. Il arrivait à nous faire aimer le métier de juge. Mais malheureusement, j'ai eu l'occasion de constater après que, en fait, tout ce qu'il disait, c'était des paroles. C'était un monsieur, bon, je ne vais pas dire de méchanceté, mais je suis personnellement, je le trouve répugnant. Ça, je vais vous le dire. Il a une ambition capable de tuer père et mère pour atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, je vous le dis, ceux qui rêvent de ce que ce monsieur-là aura le courage, et ce monsieur aura le courage, j'ai dit non à Alassane Ouattara, je vous dis, vous rêvez. Non seulement lui-même, il n'a aucune prédisposition pour ça. Ensuite, on l'a entouré même d'une équipe qui ne lui permet même pas d'exprimer éventuellement si ça lui passait par la tête. Aujourd'hui, là, il faut que les Ivoiriens s'y rendent compte qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel qui est susceptible de dire à Alassane Ouattara que Alassane Ouattara, tu n'es pas éligible. Aujourd'hui, là, ce sont les mobilisations. Aujourd'hui, là, c'est le combat que vous avez engagé dans les rues, que vous avez engagé à tous les niveaux, dans les partis, dans les choses. C'est la seule chance que vous avez de faire respecter notre constitution.
ne comptez pas sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, tant dans sa composition que dans sa manière, dans sa conception même de ses fonctions, ne vous permettra pas d'atteindre cet objectif-là. Je vous le dis, parce que le Conseil constitutionnel, vous voyez, en France, en matière d'élection, il y a la Constitution a fait comme en Côte d'Ivoire, du Conseil constitutionnel l'organe de contrôle en matière d'élection pour le président aussi et puis pour les députés. Mais la Constitution a prévu en matière d'élection présidentielle, la Constitution, la loi même, si le Conseil, la loi électorale a prévu les pouvoirs du Conseil, ils ont prévu des pouvoirs désignés. Mais la Constitution a dit que tous les litiges qui naissent de ces élections-là sont devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? À part les pouvoirs qui sont bien déterminés concernant le moment, les contestations relatives aux élections, à la candidature, qu'un autre candidat peut faire, les contestations sur la manière dont le vote a s'est déroulé, le Conseil constitutionnel en France là-bas est allé au-delà des pouvoirs identifiés par les lois et les constitutions. Le Conseil constitutionnel a considéré que, en disant qu'il connaît de tous les litiges, le Conseil constitutionnel pouvait connaître de toutes sortes de litiges relatifs à l'organisation et à l'élection, à l'organisation, au déroulement et au prononcé des résultats. Ils se sont mis à tous les niveaux, c'est-à-dire des citoyens, des organisations des droits de l'homme, les partis politiques peuvent saisir le Conseil constitutionnel de différentes sortes de litiges, même des litiges qui en temps normal relèvent du Conseil d'État. C'est-à-dire, moi je vais prendre un exemple simple pour illustrer ce que je dis. Aujourd'hui, le RHDP est un parti qui n'est pas un parti au sens de la loi. On ne sait pas comment le RHDP a pu obtenir un récépissé si ce n'est par la force, si ce n'est pas la violation de la loi. Moi, en tant que citoyen, ou moi, en tant que responsable d'un parti, si le RHDP veut, si on était en France, s'ils veulent, je dirais, investir un candidat, s'ils veulent parrainer un candidat, je vais aller devant le Conseil constitutionnel pour dire que ce parti-là n'est pas constitué conformément à la loi, ce parti-là ne respecte pas la loi, ce parti-là ne peut pas investir un candidat. Et que le récépissé qu'on lui a donné, il faut annuler le récépissé. En France, le Conseil constitutionnel va annuler le récépissé. Ici, il va te répondre que ça relève du Conseil d'État. Alors qu'en France, on a les mêmes lois sur ce problème-là. En France, il y a une double compétence. En temps normal, ça relèverait du Conseil d'État. Mais lorsque on se situe dans le cadre des élections, même le Conseil d'État français reconnaît que quand on se trouve dans le cadre des élections, ce sont les attributions du Conseil constitutionnel qui prennent le pas sur les attributions du Conseil d'État. De telle sorte que le Conseil constitutionnel français, il y a différents litiges. Moi, je prends par exemple la liste électorale. Ce qu'on a vu là, avec tous les éléments, on saisit la liste en France, dans les juridictions en française, on saisit, ils vont annuler la liste électorale. Là, parce qu'il y a tellement de choses qui vont dessus. Aujourd'hui, là, on se retrouve avec une loi qui n'est pas une loi. On voit la commission électorale, la CEI, mener les opérations sur la base d'une loi qui n'est pas une loi. On devrait pouvoir saisir le Conseil constitutionnel pour faire constater que cette loi-là n'est pas une loi et que l'ancienne loi sur le code électoral, la loi de 2000, continue à s'appliquer. Parce que la loi qui a été adoptée par le président de la République, l'ordonnance que le président a prise, c'est une ordonnance ce n'est pas une loi. Même la ratification ne peut pas changer cela. Mais aujourd'hui, là, le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui est de connivence avec le président de la République. Là. Vous savez, ils vont trouver la parade, ils vont dire non, que la Constitution a déterminé déjà quels sont leurs pouvoirs. D'ailleurs, même, il ne faut pas rêver. Moi, je demande aux gens de le faire. J'ai trouvé moi aussi une petite parade. Et on va voir. C'est-à-dire, j'ai dit aux gens, non, il ne faut pas s'asseoir. Moi, j'ai un principe, j'ai dit, et je répète sur ce principe-là. Si vous êtes sûr que quelqu'un n'est pas impartial, il ne faut pas vous asseoir et puis dites, vous ne partez pas, vous dites qu'il n'est pas impartial. Vous lui facilitez la tâche s'il n'est pas impartial.
parce qu'il n'aura pas à justifier son manque de partialité, mais de toutes les manières, vous n'êtes pas venu. Mais lorsque vous venez, il va quoi? Il va essayer de faire des stratagèmes. Ces stratagèmes vont montrer au monde entier que ce conseil constitutionnel, ce n'est pas un conseil constitutionnel qui est digne de ce nom. Et c'est ce que moi je demande aux citoyens. Ce que je demande aux partis politiques. C'est vrai qu'il y a le combat dans la rue, mais il y a le combat aussi devant les juridictions. Il y a le combat, il y a tellement de possibilités qui sont offertes pour pouvoir combattre. Moi, j'ai dit lors d'une de mes interventions que il y a la possibilité même que l'inconstitutionnalité, il y a une stratégie pour permettre de faire constater l'inconstitutionnalité du président de la République par une autre personne que par ce conseil constitutionnel. Mais personne ne m'a contacté, me demander, c'est moi qui dois courir derrière les partis politiques pour leur dire que voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non. Il faut que aussi les partis politiques soient en mode un combat. Ces partis politiques sont en mode aussi, et qu'ils se disent qu'on se bat partout, mais on doit utiliser toutes les armes pour gagner ce combat-là. Le respect de la Constitution, c'est fondamental. Cette Constitution-là, la manière dont elle est adoptée, elle pose problème, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a. C'est ce qui peut assurer la stabilité du pays actuellement, le respect de cette constitution, l'impossibilité absolue du président de la République de faire un troisième mandat. Il faut qu'on puisse garantir cette impossibilité-là en faisant toutes les actions, en menant toutes les actions possibles. Aujourd'hui, j'étais assis et puis j'ai lu qu'on a interdit la marche des choses. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Je demande simplement aux gens de se mobiliser parce que cette interdiction-là, il n'y a pas d'interdiction en la vérité. On attend, quand ils vont venir après pour dire des choses, on va leur dire pourquoi il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas d'interdiction. Ça fait rire, ça fait pitié. Excusez-moi, il y a une forme de manque de respect extraordinaire. C'est-à-dire, des gens veulent marcher, des gens qui respectent les lois, qui font toutes les procédures, qui, eux, sont constitués légalement. Ces gens, on leur dit non, vous ne pouvez pas marcher. On sort une règle là pour dire que non, les marches sont interdites, mais en même temps qu'on dénie aux autres le droit de pouvoir jouir de leurs droits, on se donne le droit de pouvoir se réunir en disant que non, quand c'est dans un lieu fermé, dans un lieu clos, on peut se réunir. C'est-à-dire en même temps que vous dites aux autres, ne marchez pas. Si vous marchez, on va vous tuer. Parce que c'est ce que le président Alassane Ouattara a dit la dernière fois, en disant, n'envoyez pas les enfants des gens se tuer dans les rues. C'est-à-dire que lui, quand les gens descendent, lui va les tuer. Le message, il est clair. C'est ce qu'il a dit aux autres. Pendant que vous êtes prêts à tuer les autres, alors que les autres sont dans leurs droits, vous aménagez la possibilité, vous, de pouvoir faire ce qui est illégal. Parce que je le dis et je le répète, le RHDP, là, ce n'est pas un parti au sens de la loi. Le RHDP, là, c'est pas seulement un parti, ce n'est pas seulement une organisation, c'est une organisation hors la loi. Faire partie du RHDP, là, c'est une infraction à la loi pénale. Parce que le RHDP est inconstitutionnel dans sa composition, dans sa constitution et dans sa composition. Le RHDP n'a pas le droit, au sens de la Constitution, de l'article 25 de la Constitution ivoirienne, de mener d'activités en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas marcher, il ne doit pas organiser des meetings, il ne doit pas investir. Le RHDP n'est pas un parti politique qui ait le droit, au sens de la loi, de pouvoir participer à la vie politique. Mais on constate que non, le RHDP n'écoute pas. C'est le RHDP qui est illégalement constitué, qui viole tous les principes démocratiques dans son fonctionnement, dans les attitudes des choses. C'est ces RHDP-là que la police et la gendarmerie protègent, que la police et les personnes qui ont le droit, qui sont légalement constituées, qui ont le droit de pouvoir mener les activités, ces personnes-là que la gendarmerie et la police attaquent avec des personnes qui viennent avec des couteaux et des machettes. Je dis, dans quel pays on est finalement? C'est dans quel pays nous sommes et nous nous retrouvons aujourd'hui? Sinon, c'est extraordinaire, c'est écœurant, c'est inacceptable. Je dis aux gens, mais il faut que chacun de nous prenne conscience
que la peur, ça ne va jamais rien arranger. Alassane, j'ai envie de faire même un direct sur ça. Pour vous faire comprendre qu'Alassane, pour parler comme les Ivoiriens, Alassane vous a trafiqué sur tout ce qu'il est capable de faire. Alassane, c'est un manipulateur qui donne l'impression aux gens qu'aujourd'hui, lui, il est capable de pouvoir atteindre les gens. Si les gens sortent, vous allez vous rendre compte que Alassane sera dans l'incapacité. C'est quand vous êtes 2 ou 3, quand vous sortez, que les gens réussissent à... Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attraper les leaders parce qu'ils sont convaincus que c'est la stratégie pour que les gens ne sortent plus. Mais si vous sortez, vous avez vu quand les gens sont sortis à Yopougon, en masse, quand on voulait installer le centre d'accueil pour le coronavirus, est-ce que vous avez vu qu'ils ont été capables de prendre quelqu'un? Ils n'ont pas été capables. Quand vous voyez régulièrement les gens d'Akouedo sortir pour protester, est-ce que vous avez vu qu'ils sont capables de prendre quelqu'un? Non. Quand vous sortez en masse, quand vous êtes compact, quand ils voient qu'il y a beaucoup de gens et que la police ne peut pas faire quelque chose, et la police n'est pas prête, je vous le dis, la police et la gendarmerie, en tout cas, n'est pas prêt à se tuer pour quelqu'un. Mais tant que vous resterez à la maison, vous aurez peur. Vous serez assis chez vous, vous aurez peur. Ne croyez pas que vous faites du mal à quelqu'un. Vous faites du mal à vous-même et vous faites du mal aussi à ceux qui sont... Parce que vous les aurez abandonnés, ceux qui sortent. Vous les aurez fragilisés. Ils sont sortis en comptant, si vous ne savez pas, c'est ensemble qu'on devient invincible. Vous pensez que le Mali est arrivé où le Mali en est arrivé là parce qu'il y a 2 ou 3 qui sont sortis pour jeter les choses. Nous tous là, on est nombreux. Ce sentiment de rage, ce sentiment de voir notre pays, je dirais, vivre dans un état de droit et choses, ce sentiment-là, il est en nous quand il va sur les réseaux sociaux. Mais s'il vous plaît, ne restez pas sur les réseaux sociaux pour demander, mais à Yopougon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, sortez. Parce que la liberté, c'est un jour. Il faut qu'un jour, on aime notre pays au point de prendre des risques. Quand nous, c'est vrai, on est à l'extérieur, quand on parle, on nous dit, non, mais vous êtes à l'extérieur, vous pouvez parler. Je dis, mais on est à l'extérieur aussi. On ne souffre pas de ce dont vous souffrez. On peut s'asseoir et puis être indifférent parce que quand on sort, on a le droit de s'exprimer. On peut trouver du travail, on peut faire tout ce qu'on veut, sans qu'on ne soit amené. Mais c'est parce que nous sommes convaincus de ce que nous avons un destin commun avec les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, si chez nous, il n'y a pas la liberté, si chez nous, il n'y a pas l'état de droit, quand on va vouloir retourner chez nous, quand on va vouloir reprendre notre vie et choses, on ne pourra pas le faire. Donc, il faut arrêter de dire, vous êtes à l'étranger. On est à l'étranger, là, on souffre d'être en exil. On a envie de rentrer chez nous. On peut rester là et puis négocier comme d'autres le font. On peut rester là, négocier, demander pardon, trouver des gens pour faire des demander pardon. Je vais rester tranquille quand je vais arriver pour pouvoir rentrer chez nous. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on est convaincu que ça ne sert à rien de venir dans un pays et de venir y vivre comme un prisonnier. Il faut venir y vivre avec la joie de vivre des Ivoiriens. La joie de vivre des Ivoiriens. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, quand vous voyez, vous avez pitié finalement. Nous demandons véritablement la marche des femmes là. Il ne faut pas que ce soit une marche des femmes seulement. Quand on disait qu'on va faire la loi sur la femme est chef de famille comme les hommes, on a vu beaucoup d'hommes ici crier au scandale. C'est maintenant que vous devez montrer que vous êtes des hommes. Parce que la personne qui s'est mise au devant de tout, c'est une femme. La jeune Poucheri Balé qui est aujourd'hui arrêtée. Elle a montré que ce n'est pas une loi qui fait un homme, qui fait une femme, qui montre que quelqu'un a du caractère. C'est sa personnalité, c'est sa volonté d'obéir à ses valeurs, d'être prêt à se battre pour ces valeurs-là. C'est ce qu'on demande aux Ivoiriens. Ne comptez pas sur le Conseil constitutionnel, s'il vous plaît. Je ne vais pas revenir sur ça. Ne comptez pas sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est pas une garantie, n'est même pas susceptible, la manière dont les choses sont organisées, de dire à un président de la République que le président de la République, là, tu n'es pas éligible. Le Conseil constitutionnel n'est pas capable de faire ça. La victoire, la chose, c'est entre vos mains. Quand vous resterez à la maison, la victoire restera à la maison. Mais quand vous descendrez dans les rues, quand vous rejoindrez tout le monde et quand vous protesterez avec tout le monde, cette victoire-là va descendre aussi dans les rues et cette victoire-là va porter notre cause, la cause du respect de la Constitution. Notre cause, là, ça va porter partout, ça va la porter au pinacle. Je vous remercie, c'est Grand Olivier, magistrat avocat général à la Cour d'appel de Mans, même si elle n'est pas créée encore, mais c'était le lieu de mes dernières fonctions. Et je vous invite demain, j'ai choisi de discuter de la faillite. Aujourd'hui, on a parlé, vous avez vu les difficultés de fonctionnement de
du Conseil constitutionnel. Demain, on va parler de la faillite. Demain, on va parler de la faillite de l'institution judiciaire. Je vais vous expliquer pourquoi la justice est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a des magistrats qui sont des magistrats extraordinaires. Je crois que chaque fois que vous me lancez des fleurs, vous dites que tu es un magistrat, je vous jure que des magistrats qui sont corrects, des magistrats qui ont de la valeur, il y en a beaucoup aussi dans le pays. Il y en a beaucoup dans le pays, contrairement à ce que vous croyez, contrairement à l'image qu'on veut donner chaque fois de la justice là. Je vous jure que les magistrats corrects, les magistrats, il y en a plus. Malheureusement, pour dire les magistrats engagés, c'est là où on a le problème. Et c'est de ça qu'on va parler demain. Je vous invite demain à la même heure, pratiquement. Non, mais on va le faire demain à 19h, pas à 21h. Je vous invite demain à venir assister à mon intervention. Et ça va être l'occasion aussi de parler encore de la marche des choses. Parce que les mouvements, moi, je ne suis pas là-bas, mais je suis un syndicaliste. Je suis président du syndicat des magistrats. J'ai été porte-parole du comité ad hoc des magistrats. Aussi, pour ceux qui se rappellent, à l'époque, il y a des magistrats qui ont marché, qui ont fait grève pour demander des meilleures conditions sociales. C'était moi qui étais le porte-parole de ce mouvement-là. Voilà. Donc, je suis quelqu'un, je ne suis pas seulement magistrat, mais je suis impliqué socialement. Je suis aussi président de la mutuelle de la grande famille judiciaire, c'est-à-dire une organisation qui réunit la plupart des corporations de la justice. Le but, c'était de créer une synergie pour permettre de développer une véritable sécurité sociale pour ces agents-là. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les choses ne fonctionnent pas bien par rapport à mon départ, mais je pense que ça va aller. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie d'avoir pris un peu de temps. Si j'ai trop parlé, excusez, si j'ai froissé certaines personnes par ma manière de parler, je m'en excuse, mais je suis comme ça, je suis passionné quand il s'agit de mon pays et quand il s'agit de s'engager pour que les choses changent, franchement, je ne serai jamais le dernier. Je vous remercie et bonne soirée à tous. On se retrouve demain.